Eh bien, nous y voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Vous êtes une petite soixantaine déjà connectés. Merci de vous être connectés avant. Néanmoins, on va laisser les autres inscrits, autres participants arriver. Un webinaire dont le thème, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est quand même est très intéressant parce que nous avions ce matin 305 inscrits sur ce type de webinaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les autres participants s'inscrire, quitter leur précédente réunion, trouver le lien de connexion et venir se participer. Alors, je vais peut-être demander si une personne dans le chat peut me dire que si vous m'entendez bien, comme ça au moins ça sera fait, ce point-là. Je ne voudrais pas non plus parler dans le vide. Oui, je vois que c'est bon. Merci Pascal. Oh là là, merci. Merci à tous. OK. Bien, bien. Donc, on va laisser les personnes arriver. J'en profite, vous êtes 75 à être arrivés. J'en profite, je le redirai durant le webinaire, mais nous avons une très belle matinée conformité et RSE le 22 juin en présentiel à la Défense. Si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous avez une matinée à consacrer à ce thème le 22 juin, venez. Il y aura deux principaux speakers que sont Transparency International et puis Pacte Mondial, Pacte Mondial avec Niels qui vont faire un écho sur la situation, le contexte sur la partie RSE. Voilà une centaine, 90 inscrits. Pour ceux qui viennent d'arriver, je le disais, on va commencer dans quelques minutes afin que tout le monde se connecte. Et puis, je vous donnerai les informations sur le replay, comment récupérer la présentation, comment poser des questions-réponses, tout ça. Hein. Je parcours un petit peu les inscrits. C'est assez étonnant lorsqu'on a regardé la liste des inscrits avec le service marketing d'Altares. C'est que, évidemment, le thème est porteur, je le disais, plus de 300 inscrits, mais à la fois du segment corporate, du segment financier, des clients d'Altares, bien sûr, mais également des personnes que nous voyons pour la première fois sur nos événements. Donc, si vous faites partie de ces personnes-là, eh bien, merci de vous joindre à nous. Voilà, je vois que vous vous connectez. On va commencer dans quelques minutes. Bonjour, bonjour. Alors, écoutez, on va pouvoir commencer. Très bien. Bien, donc je le disais, je le vais répéter pour ceux qui se sont connectés tout de suite à 11 heures. Merci encore de votre présence. Merci de vous être inscrits à ce webinaire sur le thème de la responsabilité sociale et des entreprises, puisque c'est un thème qui est porteur. Vous le voyez peut-être sur la présentation qu'on voit à l'écran. J'ai volontairement élargi le temps de ce webinaire jusqu'à 12h15. Donc, on va passer un peu plus d'une heure ensemble, puisque en regardant les présentations de nos intervenants et la qualité de ces interventions et le sujet également, je me suis dit que peut-être nous pourrions déborder un petit peu sur ce point-là. Alors, le thème de la RSE, c'est un sujet que nous allons aborder, qui anime pas mal d'entreprises, parce que chez Altares Allen Bradstreet, aujourd'hui, c'est quasiment 30-40% des rendez-vous en clientèle que nous avons. Et vous le savez, à partir de l'année prochaine, une partie des entreprises, les grandes entreprises, les ETI, vont devoir rédiger le fameux DPEF, la déclaration de performance extra-financière, et s'inscrire, si ce n'est déjà fait, dans une démarche RSE concrète. Concrète, c'est-à-dire avec un document qui régit les actions mises en place par les entreprises en termes de RSE. Il y a plusieurs documents qui permettent d'aider les entreprises sur la construction du DPEF, les 17 ODD, les 10 principes du pacte mondial. Je sais que certains intervenants vont préciser des outils également lors de cette matinée. Mais il semble nécessaire de bien préciser les contours de ce qui sera demandé
dès l'année prochaine. Alors, en termes d'agenda, vous l'avez tous vu sur Internet, Altares Alhambra Street, le cabinet CMS Francis Lefebvre ainsi que Smart Global Governance, on s'est dit que ça serait pas mal de prendre la parole sur ce thème-là, de préciser certains focus sur les lois et les règlements à la fois en France et à l'international de la partie RSE, les impacts en matière environnementaux et l'ensemble du spectre que peut couvrir le cabinet CMS sur ce point-là. On verra également de manière très pratique comment, avec Smart Global, comment collecter certains éléments qui peuvent construire le DPEF. Et puis, en fin de webinaire, je vous montrerai un slide, je vous avoue, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais en fin de compte, qu'est-ce que Altares propose en termes de données sur la partie ESG. Alors, vous le savez, hein, pour les personnes qui sont habituées à nos webinaires, ce webinaire est enregistré, vous aurez donc le replay, vous disposerez également de la présentation en PDF et je vous invite à poser vos questions dans le chat de la plateforme, afin que on puisse soit y répondre en direct, d'accord, soit y répondre à posteriori. Alors, avant de dérouler cet agenda, je remercie sincèrement, chaleureusement nos intervenantes, puisque je vais utiliser une règle de grammaire où je vais privilégier la majorité, en l'occurrence ici féminine. Merci à Véronique Bruno Bayard, merci à Caroline Froger-Michon, merci Céline Clocher-Dubois, merci Olivier Guillot encore de venir à nos événements. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Véronique, est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots sur votre mission au sein de CMS? Bonjour à tous, Véronique Bruno Bayard. Donc, je travaille au sein du département Corporate M&A de CMS Francis Lefebvre et j'interviens plus particulièrement sur les sujets de gouvernance, compliance et RSE, notamment concernant les obligations de manière large auxquelles sont soumises les entreprises. Et donc, dans le cadre des interventions que nous pouvons faire au cabinet, nous avons recours à différents spécialistes et notamment, je travaille avec Caroline et Céline que je vais laisser maintenant se présenter. Merci Véronique. Donc Caroline Froger-Michon, moi je suis associée en droit social au sein de CMS, basée en France, hein, donc avocat en droit du travail français, mais j'ai également une casquette au niveau de notre réseau CMS puisque je co-dirige la pratique employment au niveau de CMS. Et puis je suis également très active dans une task force qu'on a créée au niveau de CMS, qu'on appelle l'ESG Task Force. Et donc forcément, eh bien, moi je me concentre plus particulièrement sur le S de l'ESG pour assister nos clients à faire face à toutes les problématiques RSE, ESG auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés et auxquelles ils vont être encore plus confrontés demain. Céline. Merci Caroline. Donc Céline Clocher-Dubois, je suis avocat associée au sein du cabinet Francis Lefebvre et je suis en charge de la pratique droit de l'environnement, énergie renouvelable au sein du cabinet. Et comme Caroline, membre de la task force ESG et donc moi je m'occupe du E des sigles ESG, donc en charge de tous les sujets environnementaux. Merci bien. Olivier? Bonjour à toutes et tous, Olivier Guillot, je suis président de Smart Global Governance que je vais présenter tout à l'heure et j'en profite d'ores et déjà pour remercier Laurent pour son organisation de ce webinaire. Même Altares, si on peut y aller. Et même Altares. Merci bien, merci. Bon, merci à vous quatre. Bon, on va commencer dans le vif du sujet. Mesdames, je vous laisse la main. Vous me précisez lorsque vous voulez changer de slide. Vous savez, on coupe nos micros et nos caméras. Sauf la personne qui va parler, et je vous laisse commencer.
Alors, je veux bien la prochaine slide. Voilà. Donc, je vais vous parler de manière un petit peu plus générale des lois et des réglementations donc, actuelles qui existent en France et en Europe, même si c'est vrai que beaucoup de choses vont entrer en vigueur à partir de l'année prochaine. On a déjà des obligations qui existent et je dirais quelques mots sur ce qui nous attend et sur lesquels reviendront plus en détail Caroline et Céline. La prochaine slide, Laurent. Alors, Laurent l'a mentionné dans son introduction, actuellement, il existe la déclaration de performance extra-financière, la DPEF. Alors, cette déclaration, elle s'impose aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par action et également aux sociétés européennes. Et c'est vrai que les sociétés anonymes, les SAS, en sont dispensées. Donc, il faut remplir quand même des critères relativement importants puisque ce sont soit des sociétés cotées et qui vont avoir donc un total de bilan qui va être supérieur à 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros et qui ont plus de 5000 salariés. Ou des sociétés donc, qui ne sont pas des sociétés cotées, mais qui, elles, vont avoir un total de bilan ou un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et à plus de 500 salariés. Donc, ces sociétés, elles sont soumises à la rédaction d'une déclaration de performance extra-financière qu'elles vont devoir insérer dans leur rapport de gestion. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Eh bien, en fait, on peut dire que c'est un véritable rapport sur la politique environnementale, sociale, sociétale et également sur la gouvernance de la société. On va y retrouver donc également les résultats qui sont mis en œuvre, notamment dans les domaines environnementaux et sociaux, avec des indicateurs de performance donc, qui permettent de suivre, je dirais, les progrès et l'évolution des travaux des sociétés dans ces différents domaines. Alors, la prochaine slide. Alors, si on veut aller un petit peu plus en profondeur et si on veut savoir quel est le contenu vraiment précis actuellement de cette déclaration, eh bien, il suffit de se reporter à l'article R225-105 du Code de commerce qui détaille les diverses informations que l'on attend. Alors, on attend des informations sociales, c'est-à-dire l'emploi, l'organisation du travail, les mesures prises au niveau de la sécurité, de la santé, de quelle manière est instauré le dialogue social, la formation, s'il existe également des mesures antidiscrimination, comment s'établit l'égalité homme-femme, l'insertion des travailleurs handicapés, etc. On trouve également des informations environnementales et surtout toutes les actions, je dirais, de développement durable, c'est-à-dire comment la société dans son activité préserve les ressources, lutte contre la pollution, le réchauffement climatique et quel processus elle met en place pour ce qu'on appelle la transition énergétique. Et enfin, on trouve des informations sociétales. Et là, on s'intéresse un petit peu aux relations de la société avec les parties prenantes. Et les parties prenantes au sens large du terme, c'est-à-dire les fournisseurs, mais également les sous-traitants, les clients, les consommateurs, etc. Alors, cette déclaration de performance extra-financière, selon la taille des sociétés, elle va prendre concrètement une forme très différente. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les grandes sociétés cotées au sein du CAC ou du SBF 120, souvent, cette déclaration de performance extra-financière, elle fait l'objet d'un rapport séparé que l'on appelle le rapport RSE, qui est très complet avec souvent des infographies, des détails, etc. Et puis, pour d'autres sociétés qui n'ont pas les mêmes moyens, on va retrouver toutes ces informations, mais de manière plus descriptive au sein du rapport de gestion.
Alors, dernière chose importante concernant la déclaration de performance extra-financière, c'est que les informations qui sont contenues dans la déclaration, elles doivent faire l'objet d'une vérification. Et cette vérification, elle est opérée par un organisme tiers indépendant qui est désigné parmi toute une liste d'organismes accrédités et qui donc va rendre un avis motivé sur la conformité de la DPEF et également donc sur la sincérité des informations. Alors, la prochaine slide, Laurent. Donc, cette déclaration de performance extra-financière, elle nous venait de la directive NFRD, en abrégé, c'est-à-dire la Non-Financial Reporting Directive, qui donc encadrait à ce jour les déclarations de performance extra-financière. Et cette directive, elle a été remplacée par la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui donc a été publiée en décembre 2022 et, comme on le verra, qui va s'appliquer progressivement à partir du 1er janvier 2024. Alors, l'objectif principal de la CSRD, Caroline et Céline reviendront plus en détail sur le contenu, c'est d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et de les harmoniser donc au niveau européen, en ayant donc des normes européennes harmonisées et les informations que devront désormais publier les sociétés seront d'autant plus détaillées avec également l'impact sur les risques et les impacts matériels qu'il peut y avoir en lien donc avec toutes les questions sociales, environnementales et de gouvernance. Et c'est également améliorer la disponibilité et la qualité des données qui seront publiées, puisque ce reporting, il va être publié dans une section dédiée du rapport de gestion et sous le format électronique européen HTML. Alors, la prochaine slide. Alors, je ne vais pas revenir en détail sur la mise en œuvre de cette directive. Ce que l'on peut dire, c'est que vous allez voir, elle va s'appliquer de manière progressive, mais dès le 1er janvier 2024. Donc, le 1er janvier 2024, c'est vraiment demain. D'autant plus que ce sont des sujets relativement complexes et importants et qu'il faut donc un petit peu de temps pour s'y préparer. Donc, les sociétés qui étaient soumises à la DPEF sont forcément soumises donc maintenant à cette nouvelle directive NFRD et ensuite un plus grand nombre de sociétés y seront soumises à chaque 1er janvier successif et on abaisse donc les seuils à chaque fois au niveau du nombre de salariés et également au niveau du montant de chiffre d'affaires ou du total de bilan. Alors la prochaine slide, Laurent. Alors, l'autre chose qui existe aujourd'hui en France, c'est ce que l'on appelle le devoir de vigilance. Alors, le devoir de vigilance, juste en quelques mots pour vous resituer ce contexte. En 2013, il y a eu ce que l'on a appelé l'affaire du Rana Plaza, qui était une usine de textile au Bangladesh, qui s'effondre et qui fait plus de 1100 morts. En fait, c'était une usine qui avait été créée dans un bâtiment de bureaux, donc qui n'était absolument pas adapté, et se trouvaient dans ce bâtiment des milliers d'ouvriers qui travaillaient pour des grandes marques occidentales de l'industrie textile. Alors, ça a beaucoup ému. Et on s'est dit que les grandes entreprises occidentales ne pouvaient pas s'exonérer d'une certaine responsabilité, de certaines obligations, tout simplement parce que ce n'était pas une de leurs filiales qui était au Bangladesh, mais simplement un fournisseur, un sous-traitant, etc. Et donc, la France a été l'un des premiers pays à mettre en place ce que l'on appelle le devoir de vigilance. Alors, ce devoir de vigilance, donc, il a imposé une véritable obligation pour les entreprises de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance qui sont liés, bien évidemment, à leurs opérations,
aux activités également de leurs filiales, mais également, et c'était ça la grande nouveauté, de leurs partenaires commerciaux, c'est-à-dire les sous-traitants et les fournisseurs. Et c'était véritablement remettre le respect des droits humains au cœur des préoccupations des multinationales. Prochaine slide, Laurent. Alors, ce plan de vigilance, ce n'est pas les sociétés qui l'élaborent toutes seules dans leur coin, mais pour être efficace, il doit véritablement être élaboré en association avec l'ensemble des parties prenantes, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et sont soumises donc à l'obligation de rédiger un tel plan les entreprises qui ont leur siège social en France et qui ont dans la société et dans leurs filiales directes et indirectes au moins 5000 salariés, et les sociétés qui ont leur siège social en France ou à l'étranger et qui emploient donc directement ou indirectement au moins 10 000 salariés. Alors, ce que l'on demande à ces sociétés, c'est de mettre en place des mesures de vigilance raisonnables afin d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, l'environnement, tout ce qui va résulter donc des activités de la société, et la société ou du groupe, c'est-à-dire l'ensemble de ses filiales, mais également au niveau des sous-traitants, des fournisseurs avec lesquels les sociétés ont une relation commerciale établie. C'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple un sous-traitant, un fournisseur qui travaille à 90 voire à 100% pour vous, eh bien, il y a une véritable responsabilité envers ces sous-traitants et ces fournisseurs. Alors, ce plan de vigilance est également le compte-rendu de sa mise en œuvre effective. Ils sont rendus publics et ils sont inclus dans le rapport de gestion pour que, justement, l'ensemble des parties prenantes puissent mesurer, je dirais, l'avancement et la mise en œuvre de ce plan. Alors, une autre slide, Laurent. Alors, je vous ai dit, ce plan de vigilance, il comprend des mesures raisonnables afin de prévenir les atteintes graves. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'atteinte grave, elle n'a pas été définie. Et en fait, ce sont les tribunaux qui vont, au cas par cas, évaluer donc le plan de vigilance et s'assurer que les entreprises ont mis en place les mesures nécessaires par rapport aux risques qu'elles ont identifiés. Donc, en fait, les tribunaux vont faire une véritable appréciation en fonction de la gravité du risque, de la nature du risque, des outils dont va disposer la société, et il y a une véritable obligation que l'on peut qualifier d'obligation de moyens. Alors, la société, elle peut être assignée en justice en demandant donc réparation d'un préjudice causé justement par son manquement, et toute personne justifiant d'un intérêt à agir, et là encore cette notion elle n'est pas définie, va pouvoir assigner en justice la société. Donc ce qui veut dire que les ONG, les consommateurs, les organisations syndicales, les associations vont pouvoir assigner une société. Et on en a eu un certain nombre d'exemples cette année, notamment avec Total et BNP Paribas, où des associations ont reproché donc à Total sa démarche dans les énergies fossiles, et à BNP Paribas également de financer des projets qui étaient extrêmement polluants. Donc, voilà un rapide tour d'horizon sur ce qui existe en France et quelles obligations pèsent déjà en matière de RSE pour les sociétés françaises. Et maintenant, je laisse la parole à Caroline qui va détailler les aspects sociaux. Merci Véronique. Laurent, on peut passer directement au slide suivant. Merci. Donc Véronique l'a dit, on va beaucoup parler avec des acronymes ce matin. Donc la directive CSRD, elle va remplacer la directive NFRD et va élargir considérablement le nombre d'entreprises concernées par ces nouvelles obligations. Concrètement, ça veut dire quoi pour les entreprises? Qu'est-ce que ça va impliquer? Eh bien, d'abord,
premier point, Véronique l'a dit tout à l'heure, on va voir un renforcement et une standardisation des obligations de transparence et de reporting. L'idée, c'est quoi? C'est effectivement d'avoir un certain nombre d'indicateurs communs qui vont permettre de comparer les entreprises européennes, mais également certaines entreprises étrangères qui interviennent en Europe, avec comme idée sous-jacente de lutter contre le greenwashing, le bluewashing, le pinkwashing, enfin effectivement toutes les couleurs de washing possibles. Et concrètement, comment on va réussir à assurer ces comparaisons et avoir des normes communes? Eh bien, en utilisant des normes de reporting dédiées qui vont s'appeler les normes ESRS, qu'on ne connaît pas encore complètement. Il y a des projets, mais elles ne sont pas encore publiées. Elles devraient être publiées fin juin. On en connaît certaines d'entre elles. Céline y reviendra après. Et en fait, on s'aperçoit qu'on aura des normes générales qui s'appliqueront à toutes les entreprises qui rentrent dans le champ d'application, et puis peut-être des normes plus sectorielles en fonction des secteurs d'activité dans lesquels les entreprises interviennent. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est la standardisation des normes et des normes communes. Ensuite, l'autre point important de la directive CSRD, c'est l'obligation de vérification. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas pour les entreprises de dire, ben voilà, on est compliant et on respecte bien telle et telle norme ESRS. Eh bien, le fait qu'elles respectent ces obligations va devoir être vérifié, soit par le commissaire aux comptes, soit par un tiers indépendant. Et là, la directive laisse aux États membres le choix de décider entre l'interlocuteur le plus pertinent pour procéder à ces vérifications. Le troisième principe qui est posé par la directive CSRD et qui est très important, c'est ce qu'on appelle le principe dit de double matérialité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on va analyser les informations sur ce qui se passe dans l'entreprise, mais également la manière dont l'entreprise et ses activités impactent la société et l'environnement en général. Et cela à travers trois axes majeurs: l'environnement, et Céline y reviendra, les facteurs sociaux, sociétaux et la gouvernance. Alors, si on se concentre plus sur l'aspect social, Laurent, si on peut passer au slide suivant. Voilà. Quels sont les facteurs qui vont faire l'objet d'un reporting? On va dire qu'il y a trois grands thèmes qu'on a résumés là. Donc, l'égalité des chances et on a mis sous cette bannière tout ce qui est formation, développement des compétences, inclusion, lutte contre le harcèlement moral, sexuel et promotion de la diversité. Le deuxième thème, c'est tout ce qui est conditions de travail et sécurité. Donc, temps de travail, dialogue social, négociation collective, équilibre vie professionnelle, vie privée, santé, sécurité. Et le troisième pilier est un pilier encore plus général qui est respect des droits de l'homme, avec notamment respect de la Charte internationale des droits de l'homme et les autres conventions européennes et conventions fondamentales des Nations Unies. Alors, c'est des thèmes que les entreprises françaises connaissent déjà, mais qu'il va falloir articuler et combiner avec d'autres dispositions qui existent d'ores et déjà, notamment dans le Code du travail. On peut passer au slide suivant, Laurent. Merci. Et notamment, nous, ce qu'on anticipe comme articulation nécessaire, c'est notamment l'articulation donc des nouvelles obligations de reporting issues de cette directive avec les informations qui doivent figurer dans la BDES, sachant que j'ai indiqué BDES ici, mais pour être totalement précis, depuis avril 2022, c'est la BDES, puisque effectivement les indicateurs environnementaux doivent désormais figurer également dans la BDES. Tout le monde continue à dire BDES, mais en réalité, il y a effectivement ce E qui a été ajouté depuis avril 2022 et qu'il faut prendre en compte. Et puisque la BDES, même si on sent que c'est encore un peu timide, eh bien, les entreprises doivent inclure des indicateurs environnementaux, d'économie circulaire, de changement climatique, etc. L'autre articulation qui va être vraiment importante, et je pense que ça va être le cœur du sujet, c'est tout ce qui concerne les droits et obligations des représentants du personnel.
et notamment du CSE. On sait qu'en la matière, en matière de RSE, les pouvoirs et les devoirs des représentants du personnel sont de plus en plus importants. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, eh bien, on peut signaler notamment que depuis 2013, le CSE a un droit d'alerte dédié à la matière environnementale. Depuis 2015 et les lois Rebsamen, eh bien, on a des obligations fortes de négocier en matière d'égalité homme-femme, de qualité de vie au travail. 2021, on a la loi climat et résilience qui prévoit maintenant à la fois une obligation de consultation du CSE sur les conséquences environnementales des projets des entreprises, également une information régulière du CSE sur les activités de l'employeur et les impacts de ces activités en matière d'environnement. Donc, il va falloir combiner toutes nos obligations de reporting CSRD avec effectivement les obligations qu'on a déjà vis-à-vis de nos représentants du personnel, en particulier du CSE. On va de la même manière devoir combiner le reporting CSRD avec nos obligations en matière de cartographie des risques. Et puis, et ça Véronique l'a dit tout à l'heure, eh bien, on va devoir tenir compte de ces nouvelles obligations par rapport à notre rapport de gestion qui doit aujourd'hui déjà comprendre le plan de vigilance et être mis à la disposition du CSE. Mais maintenant, la nouveauté, c'est que ce rapport, il sera rendu public et sur un support digital qui sera vraisemblablement le site internet de l'entreprise et donc avec un accès effectivement très aisé à l'information. Donc, nous, ce qu'on considère et le conseil qu'on veut donner aux entreprises et aux DRH qui sont souvent responsables de tous ces sujets-là, c'est que demain, il va falloir être particulièrement vigilant à ce que l'information collectée soit cohérente. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse attention à ce que ce qui va figurer dans le cadre de notre reporting CSRD soit cohérent avec ce qu'on mettra dans notre BDESE, dans l'information qu'on pourra faire au CSE, dans notre rapport de gestion, etc. Et puis l'autre chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette directive CSRD, elle va conduire, et c'est d'ailleurs la volonté sous-jacente, à une véritable transparence de l'information et à une accessibilité de cette information. Et ce qu'on peut anticiper de ce côté-là, c'est que, notamment au niveau des relations sociales et des relations avec les représentants du personnel et les salariés de manière plus générale, c'est que forcément, CSRD, ça va faciliter le suivi, l'analyse des informations, et puis peut-être rendre certaines attributions, notamment du CSE, plus effectives. Parce que je l'ai cité tout à l'heure, on a certes un droit d'alerte en matière environnementale, mais sincèrement, aujourd'hui, les CSE ne se sont pas véritablement emparés de ce droit et on n'en a pas beaucoup de droits d'alerte de CSE en matière environnementale. Demain, dès lors qu'on aura un accès plus facile à l'information et à une information qui sera transparente et publique, peut-être que ça va rendre ce droit d'alerte plus effectif. De la même manière, dans le cadre des négociations sur la qualité de vie au travail ou sur l'égalité homme-femme, eh bien, toutes les datas qu'on aura collectées dans le cadre de notre reporting CSRD va nécessairement faciliter la tâche des représentants du personnel et des salariés à titre individuel. Ce mouvement vers plus de transparence et de responsabilité, il va se poursuivre, et notamment avec une autre directive qui n'a pas encore été publiée, mais qui est encore au stade de projet. Laurent, si on peut passer au slide suivant. C'est la directive, cette fois-ci, CSDD. J'avais prévenu qu'on aurait beaucoup d'acronymes ce matin. Alors, la CSDD, c'est la Corporate Sustainability Due Diligence. Ce n'est qu'un projet à ce stade, elle n'a pas encore été votée. Et l'idée ici, c'est véritablement de rendre les entreprises responsables tout au long de la chaîne d'activité. En France, on a déjà une obligation de vigilance, Véronique l'a rappelé tout à l'heure. Alors, on en a même deux des obligations de vigilance. C'est
la mienne, si je puis dire, en droit du travail. Hein, on a une obligation de vigilance, notamment par rapport à nos prestataires de services et nos sous-traitants, et qui concerne et qui est très concentrée sur la lutte contre le travail dissimulé. C'est une obligation que j'aime rappeler parce que les entreprises n'en ont pas forcément toujours conscience, mais dès lors que vous concluez un contrat commercial avec un sous-traitant ou un prestataire de services qui porte sur une somme de plus de 5 000 €, donc c'est-à-dire quand même très courant, eh bien, vous avez un certain nombre d'obligations à respecter, des obligations de vigilance pour vous assurer notamment que votre co-contractant déclare bien régulièrement ses salariés, qu'il n'y a pas de travail dissimulé, que les règles, le socle minimal de règles du droit du travail français est respecté, notamment pour des prestataires ou des sous-traitants situés à l'étranger qui interviendraient sur le territoire français. Et puis, vous avez l'autre obligation de vigilance dont a parlé Véronique, issue de la loi du 27 mars 2017 et qui a donné lieu effectivement notamment à l'obligation de mettre en place le fameux plan de vigilance. Donc, en France, on est déjà au fait de ces obligations de due diligence de nos co-contractants. Mais là, on va, si cette directive est in fine adoptée, et dans sa mouture actuelle, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin parce qu'on va attendre, en fait, encore plus que de la vigilance, on va attendre de la diligence de la part des entreprises, c'est-à-dire qu'on va confier vraiment un rôle actif et on va s'attendre à ce que les entreprises aient un rôle actif dans la lutte contre des violations de droits humains, sociaux et dans la préservation de l'environnement. Alors, à ce stade, dans le projet, il y a 6 actions qu'on a résumées sur le slide suivant. Voilà, merci. Ces 6 actions, elles sont résumées ici. Donc, la première action, c'est l'obligation pour les entreprises d'intégrer le devoir de vigilance dans leurs politiques internes et d'avoir un code de conduite interne qui contienne bien des dispositions sur ce devoir de vigilance. Ensuite, dans cet exercice de due diligence, elles vont devoir recenser les incidences négatives réelles ou potentielles de leurs activités. Elles vont devoir prévenir et atténuer ces incidences négatives potentielles et également être actives pour diminuer autant que possible, voire supprimer ces incidences négatives. Elles vont devoir mettre en place une procédure relative aux plaintes, donc une procédure d'alerte concrètement. Elles vont devoir contrôler l'effectivité de leur politique et des mesures de vigilance qui auront été mises en place. Et puis, là encore, CSDD comme CSRD, il va falloir communiquer publiquement sur ce que l'on fait. C'est-à-dire que, un peu comme, à mon avis, la manière dont ça va se traduire, c'est un peu comme notre index égalité homme-femme issu de la loi Rixin, où toutes les entreprises doivent maintenant avoir sur leur site internet à l'indication de leur score. Demain, on devra de la même manière communiquer publiquement sur ce que l'on fait en matière de vigilance, en quoi on est proactif dans la lutte contre les violations des droits humains, sociaux et la protection de l'environnement. Alors, moi, pour conclure sur l'aspect social de ces nouvelles dispositions à venir et comment vous pouvez vous y préparer, puisque c'est vraiment l'objectif de notre webinaire ce matin, c'est comment vous devez et comment vous pouvez vous y préparer. Je pense que nous, ce qu'on constate dans notre pratique, c'est qu'il y a clairement une part croissante de la RSE, ESG dans les dispositions nationales et européennes, avec un focus particulier donc au niveau social sur toutes les questions relatives à la santé, santé physique et mentale, notamment dans l'ère post-Covid, mais également des questions liées à l'environnement au travers des actions sur les politiques de mobilité, sur les politiques de rémunération. On voit que de plus en plus, l'environnement est un facteur pris en compte également dans la mise en place des politiques de rémunération. Et puis, bien sûr, toutes les questions relatives à l'égalité et notamment égalité homme-femme,
juste pour votre information et pour l'avoir bien en tête, pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, on a une nouvelle directive qui a été publiée en matière d'égalité hommes-femmes et que les États membres vont devoir transposer avant juin 2026. Donc, il y a encore des nouveautés sur le sujet à venir. Et on le voit bien, l'objectif sous-jacent, c'est toujours contraindre les entreprises à plus de reporting, plus de proactivité et plus de transparence. Ça, c'est clairement l'idée sous-jacente. La vraie question que nous, les praticiens, on se pose et sur lesquelles, pour le moment, on n'a pas de réponse, c'est comment comment notre législateur français va articuler toutes ces directives avec les règles existantes. Est-ce qu'on va aller vers un empilement de normes qui, le cas échéant, parfois seront peut-être pas totalement compatibles, ou est-ce que on va aller vers une harmonisation, voire un toilettage de tous nos dispositifs existants pour avoir un socle commun qui soit conforme aux dispositions européennes et qui permettent aux entreprises quand même de ne pas multiplier inutilement des reportings qui reposeraient sur des normes nationales d'un côté, européennes de l'autre. Donc, nous, clairement, on appelle le plus possible à ce qu'il y ait un toilettage et une harmonisation pour éviter l'enchevêtrement des dispositions, mais pour le moment, malheureusement, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Voilà ce qu'il en est sur le plan social. Alors, juste j'ai oublié un petit slide, voilà, oui, simplement pour vous signaler, qu'il y aura des sanctions prévues dans la directive CSDD, que le législateur européen veut être des sanctions dissuasives pour en assurer l'effectivité. Et donc, vraisemblablement, on sera sur des sanctions du type de celles qu'on connaît avec l'index égalité homme-femme, avec probablement un pourcentage de chiffre d'affaires ou éventuellement une prise en compte de la situation économique de l'entreprise. En tout état de cause, on devrait avoir une autorité nationale de contrôle indépendante qui devra veiller au respect de ces différentes dispositions par les entreprises et qui sera une autorité, le cas échéant, de sanction en cas de manquement. Voilà ce qu'il en est pour le social. Je passe la main à Céline pour l'environnement. Merci beaucoup, Caroline. Donc, on peut passer au slide suivant. Alors, je vais juste me permettre, alors les sujets environnementaux sont des sujets qui ont été largement pris en considération dans cette directive sous un angle international, européen, dans la mesure où des textes majeurs de la protection de l'environnement et de la prise en compte des changements climatiques ont été clairement visés, et ce, à de nombreuses reprises dans la directive. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je trouve utile en fait de recontextualiser la façon dont cette directive CSRD a été rédigée, puisque donc beaucoup de sujets environnementaux sont visés et qui trouvent leur imprégnation dans deux textes, donc deux textes majeurs en droit de l'environnement au niveau international et au niveau européen. Tout d'abord, au niveau international, donc il est fait référence à plusieurs reprises à l'accord de Paris de 2015, donc, qui a été un accord qui a été adopté par 196 parties en 2021, en 2015 lors de la COP 21, donc un traité international et dont l'objectif primordial et qu'on va retrouver clairement dans cette directive est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale et de limiter cette augmentation de température à 1,5 degré, et notamment en limitant les émissions de gaz à effet de serre qui doivent diminuer de 43% d'ici à 2030. Et ces principes, on les retrouve constamment, en fait, dans cette directive. Et donc, l'accord de Paris est notre référentiel dans cette directive pour atteindre ces objectifs, l'accord de Paris insistait vraiment sur le fait qu'il y avait une exigence de transformation économique et sociale des différentes sur les modalités d'action, notamment des entreprises. Ces principes de l'accord de Paris ont été repris lors d'autres conférences des Nations Unies, et notamment dans la COP26 à Glasgow et dans la COP27 qui s'est tenue en Égypte en novembre 2022.
Au niveau européen, le texte auquel il est clairement fait référence, et ce dès le début de la directive, c'est le pacte vert. Alors, le 11 décembre 2019, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait énoncé le pacte vert pour l'Europe, qui est un pacte qui a été adopté par l'Union européenne pour devenir le premier continent climatiquement neutre dans le monde d'ici 2050. Et dans le cadre de la présentation de ce pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne avait souligné le rôle déterminant des entreprises dans la transition écologique. L'objectif est de réorienter les flux de capitaux vers des activités durables. Et il était indiqué que pour que le marché des investissements verts soit crédible, les investisseurs doivent disposer d'informations sur l'incidence qu'ont les entreprises dans lesquelles ils investissent en matière de durabilité. Sans ces informations, il est impossible d'orienter les financements vers des activités respectueuses de l'environnement. Caroline faisait référence à des principes très importants sur lesquels nous allons revenir, transparence, accessibilité des informations, et on retrouve tous ces principes dans le pacte vert pour l'Europe. Donc, les deux idées sous-jacentes de ce plan consistent d'une part à réintroduire une vision à long terme de l'économie en lieu et place d'une approche court-termiste et d'importer le concept de durabilité. Et ce concept de durabilité est un concept donc qui guide cette directive. On peut passer au slide suivant. Donc, la directive NFRD énonçait l'obligation pour les entreprises de rendre compte de la manière dont leur modèle d'entreprise influe sur leur durabilité. Dans la directive CSRD, les entreprises doivent maintenant également rendre compte de la manière dont des facteurs externes de durabilité, comme le changement climatique, sur lequel on va revenir, influencent leurs activités afin que les investisseurs aient une idée claire du niveau de durabilité d'un actif. Alors, la directive pointe 5 facteurs environnementaux clés: le changement climatique et la limitation des émissions de gaz à effet de serre, les ressources aquatiques et marines, l'utilisation des ressources et l'économie circulaire, la pollution et la biodiversité. Donc, ces 5 facteurs environnementaux sont des facteurs qui vont guider la rédaction des rapports. Alors, lorsqu'on parle de ces facteurs environnementaux, ce sont des facteurs qui sont très complexes, très généraux. La directive donne quelques éléments d'information, donc en se référant à l'accord de Paris et au pacte vert, en indiquant qu'il y a une idée de décrire un modèle commercial et une stratégie de l'entreprise en indiquant son degré de résilience. Tout ça guidé par la lutte et la limitation du réchauffement climatique et réduire les gaz à effet de serre. Donc, on retrouve tous ces principes, mais qui sont assez généraux. Il y a une référence à l'économie circulaire qui est très heureuse, puisque c'est un sujet qui est d'actualité et qui est le pendant du paquet économie circulaire de 2018 qui a été adopté, qui a été transposé en droit national avec la loi sur l'économie circulaire, qui a déjà donc un impact en droit national. On retrouve également des éléments d'explication de biodiversité, mais tous ces concepts, en fait, changement climatique, ressources aquatiques, pollution, biodiversité, ce sont des concepts très généraux et sur lesquels on ne sait pas toujours ce qui est attendu des entreprises dans leur reporting. Alors, des normes d'information en matière de durabilité devraient préciser les informations que les entreprises doivent publier sur tous les secteurs environnementaux notamment. Donc, Caroline y a fait référence, ce sont les fameuses normes ESRS, donc qui doivent être adoptées d'ici le 30 juin 2023 pour la première série de normes d'information. Je vous parle de l'environnement, mais bien évidemment la gouvernance et le droit social, tous les sujets sociaux sont également évoqués et feront l'objet de normes spécifiques. En matière environnementale, en fait, on était assez preneurs en fait de savoir ce qu'on entendait des entreprises sur ces sujets si généraux. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes ces normes qui n'ont pas encore été publiées, mais sur lesquelles on a d'ores et déjà pu avoir des informations. Juste pour vous donner quelques exemples sur ce que chaque notion, ce qui se cache derrière chaque notion et ce qui est attendu de l'entreprise.
ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des faisceaux d'indices, mais surtout, ce qu'il va falloir réfléchir, c'est par rapport aux objectifs qui sont fixés par rapport à ces normes, notamment sur l'environnement. En matière de pollution, par exemple, ce qui est indiqué dans ces projets de normes, c'est finalement, le reporting doit être fait sous certains angles, notamment comment l'entreprise affecte-t-elle la pollution de l'air, de l'eau, du sol, donc un véritable état des lieux. Quelles sont les mesures qui sont prises et quels sont les résultats de ces mesures pour atténuer ou remédier aux incidences négatives réelles ou potentielles. Donc, l'entreprise doit publier alors des actions en matière de pollution et en matière de ressources qui sont allouées donc à la mise en œuvre des actions qui peuvent remédier à ces sujets de pollution. C'est comment est-ce que une entreprise va éviter, quelles sont les mesures qu'elle va mettre en œuvre pour éviter une pollution, comment va-t-elle réduire la pollution le cas échéant, par une élimination progressive de certains matériaux, de certains composés. Quelles sont les mesures qu'elle va prendre pour restaurer, régénérer des écosystèmes en cas de pollution. Donc, ce sont ces éléments qui vont devoir figurer sous cet aspect pollution sous l'angle des normes environnementales. Si je prends un autre exemple, qui est le changement climatique, qui est un point essentiel de cette directive, puisque le terme changement climatique est répété à plusieurs reprises et figure sous deux objectifs de ces normes environnementales. Le changement climatique, c'est un facteur qui vise à expliquer comment les activités de l'entreprise participent à l'atténuation du changement climatique. Est-ce que ça va être par l'utilisation de certaines ressources, de certaines énergies consommées? Quelle va être la part des énergies renouvelables? Quelles sont les actions que l'entreprise a pu mettre en œuvre pour mettre en place des process d'énergie renouvelable? Quels sont les plans de l'entreprise pour assurer la compatibilité de son modèle avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré, donc une référence claire à l'accord de Paris. Voilà, ce sont ces informations qui vont qui sont données comme devant guider la rédaction du rapport. Si je donne un dernier exemple par rapport à une autre norme, un autre facteur environnemental, qui est la protection de l'eau et des ressources marines, là aussi, donc, les futures normes donnent un certain nombre d'objectifs, qui est, par exemple, comment est-ce que l'entreprise va affecter ses ressources marines, quelles sont les incidences, les mesures qui vont être prises pour limiter les incidences de l'entreprise, tant matériellement, tant les incidences potentielles, réelles, quelles sont toutes les mesures que je vais mettre en place pour protéger les ressources marines et éventuellement des plans de prévention. Est-ce que je vais mettre en place des mesures pour limiter la consommation d'eau, limiter les consommations marines? Donc, toutes ces normes vont venir préciser les facteurs environnementaux majeurs qui figurent dans la directive. Alors, en les disant, on se rend bien compte que toutes ces normes, tous ces facteurs environnementaux ne vont pas pouvoir s'appliquer de la même façon selon les entreprises. Il y aura des facteurs communs, des facteurs généraux et des facteurs un peu plus sectoriels en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. On voit bien que dans le secteur immobilier, il va y avoir des prises en compte de certaines préoccupations qui ne vont pas du tout être celles d'entreprises qui interviennent dans la prestation de services ou dans le secteur industriel. Donc, la présentation de ces normes et de ces facteurs environnementaux vont devoir être adaptés en fonction du secteur. Et puis, il y aura également des questions de contexte géographique, qui vont devoir être prises en considération en fonction du lieu d'implantation de l'entreprise. Donc, comme le disait Caroline et sur lequel je suis revenue, donc tout ceci est guidé par deux principes, la transparence d'une part et l'accessibilité des informations, notamment dans le contexte du droit d'alerte
certes, mais également vis-à-vis des utilisateurs qui sont de plus en plus soucieux de connaître en fait quels sont les impacts d'une entreprise en matière environnementale, connaître les risques physiques, quels sont les modèles de transition, notamment environnementale, écologique, énergétique des entreprises, quelle est leur résilience, quels sont leurs scénarios climatiques qu'elles mettent en place. Les utilisateurs souhaitent de plus en plus des informations fiables, et ça on le constate dans les demandes qui sont faites par les clients. Donc ils veulent avoir des informations fiables sur les actions qui sont mises en place, quelles sont les émissions des entreprises, quelles sont les mesures de compensation qu'ils ont mises en place d'un point de vue environnemental. Donc tous les efforts qui pourront être déployés par donc les entreprises doivent être clairement mis en avant. Alors, ces normes, donc notamment environnementales, doivent être publiées d'ici fin juin. Il faut savoir que s'il s'agit que de la première série de normes et qu'une deuxième série de normes d'information en matière de durabilité doit être publiée au plus tard le 30 juin 2024. Bien. Merci. Voilà, j'active ma caméra. Merci bien, merci Caroline. Merci Céline, bonjour, merci bien également Véronique. Alors, une petite question que on vous invite à répondre pendant que j'informe qu'il y a pas mal de questions hein, dans le chat pour vous, mesdames. Alors, peut-être après l'intervention d'Olivier, vous pourriez y répondre. Sinon, hein, je vous l'avais dit en introduction, vos coordonnées à chaque participant sera transmis ainsi que vos questions et peut-être que au cabinet CMS, on pourra vous répondre. Voilà, je vous laisse répondre au questionnaire, au petit sondage. Pendant ce temps-là, j'invite Olivier à se préparer pour la suite. Très bien, je suis prêt. Il y a beaucoup de bruit chez toi, Olivier, apparemment. Voilà, là, c'est pas mal. Ok, très bien. Je te laisse la main, Olivier. Tu connais comment on fonctionne. Oui, très bien. Bon, on peut passer au slide suivant. Donc, en fait, on peut automatiser beaucoup de choses dans le cadre de la RSE, d'une manière générale. Donc, nous, Smart Global Governance, on peut passer, on va aller vite, il reste peu de temps. On est une entreprise française, mais on a une empreinte internationale puisqu'on a des clients dans une centaine de pays, 300 000 utilisateurs au quotidien. On a à peu près 60% de clients qui sont des PME et 40% qui sont des grands comptes internationaux suivants. Et au-delà du RSE, qui est un de nos modules, on a développé d'autres, on sait répondre finalement à tous les domaines de risque et de conformité. Laurent, je te laisse prendre la main pour passer au slide suivant. Voilà, donc on peut couvrir de la sécurité digitale, de la privacy, du risque tiers au sens large, de la lutte anticorruption, de la qualité, du risque légal. Vous le verrez dans la présentation. On va passer directement au vif du sujet suivant. Donc, il y a 14 étapes en fait pour automatiser votre approche RSE. On va essayer d'en aborder un maximum aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. En passant au slide suivant, la première étape, c'est une étape de sensibilisation. Donc, une manière d'automatiser, c'est d'utiliser des systèmes d'apprentissage en ligne. Donc, il faut sensibiliser les parties prenantes. Alors, la direction, ce sera certainement de gré à gré, mais l'ensemble des parties prenantes, il peut être intéressant d'automatiser la sensibilisation en utilisant l'e-learning comme levier. Donc, dans Smart Global Governance, par exemple, on a une académie qui couvre tous les domaines de risque et de conformité, dont la RSE. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez définir vos publics, leur adresser la formation, s'assurer qu'ils ont bien été formés et documenter qu'ils ont bien été formés dans un registre de formation suivant. Une fois qu'on a sensibilisé les parties prenantes, on va avoir besoin d'identifier les principaux risques. Donc là, il y a deux manières de faire en termes d'automatisation.
programmer des rendez-vous à partir de la plateforme et finalement chaque rendez-vous va être tracé dans une piste d'audit fiable ou adresser des questionnaires à construire avec votre conseil ou utiliser des existants. On en a aussi des existants, mais il faut être bien clair sur la RSE. Il y a beaucoup on peut partir d'existants, mais il faut vraiment réfléchir à votre contexte et donc travailler avec un conseil. Mais donc, préparer des questionnaires pour aller identifier auprès des parties prenantes quels sont selon elles les principaux risques et puis bénéficier en automatisation de la consolidation des réponses pour pouvoir, dans l'étape suivante, commencer à bâtir votre registre des risques, votre cartographie des risques, donc suivant, qui est également automatisable dans la solution. Donc, le registre des risques, c'est ce qui va vous permettre c'est le point de départ de la démarche de cartographie des risques. Souvent, actuellement, dans les entreprises, c'est de l'Excel. Là, l'avantage de l'automatisation, c'est que finalement, l'équivalent de la grille Excel peut être expédié aux différentes parties prenantes qui vont être relancées automatiquement. Et la consolidation des réponses permettant d'obtenir la cartographie va être automatisée. C'est un gain de temps énorme dès la première année et puis d'autant plus si on se projette sur les années suivantes. Donc pour cela, pour diffuser, collecter les éléments permettant d'établir la cartographie, il y a une étape également qui est automatisable, c'est l'étape de la gouvernance dans laquelle vous allez définir finalement les politiques, les procédures, les parties prenantes impliquées qui vont permettre cette identification de risque, notamment en gouvernance, définir des étapes de validation des risques qui peuvent être proposés même tout au long de l'année par les managers, vraiment selon votre procédure. Donc, il faut savoir que cette gouvernance s'automatise et que ce qu'on automatise, c'est vraiment la validation des éléments de proposition. Suivant. Ensuite, il vous faut définir des objectifs clairs pour chaque domaine d'action. Donc, l'avantage de l'insertion de ces objectifs dans une plateforme, c'est que ça vous permettra de mesurer votre pourcentage de progression tout au long de l'année par rapport à ces objectifs suivants. Et que derrière, vous avez un choix à faire qui est le choix du modèle de rapportage extra-financier que vous souhaitez utiliser. Donc chez nous, on en a plusieurs. Et donc l'idée, c'est quand vous choisissez le modèle et quand on passe à l'étape suivante, eh bien, on va pouvoir collecter l'information nécessaire au contenu du rapport auprès des parties prenantes, suivant Laurent, si c'est possible. Et que cette collecte va se faire de deux manières. Alors là, voilà, de deux manières. Il faut savoir qu'Altares propose des data blocks qui permettent d'aller récupérer de l'information automatiquement dans les bases de données qui peuvent vous être utiles. Et également, pour les informations qui ne figureraient pas dans les bases de données d'Altares, vous pouvez aller interroger vos parties prenantes par des questionnaires. Donc là, l'automatisation, c'est finalement d'aller à la fois chez Altares, à la fois collecter des questionnaires, en faire la synthèse pour pouvoir, par la suite, suivant, déterminer en fait votre plan de suivi, de collecte, d'amélioration continue, c'est-à-dire déjà identifier les niveaux de conformité de chacune des parties prenantes, et puis au-delà de ces niveaux de conformité, c'est pas simplement de rester à un constat, mais d'être dans un constat d'évaluation, mais d'être dans une logique d'amélioration continue des performances. Suivant, Laurent, donc ce sont des plateformes qui sont ouvertes à la fois aux parties prenantes internes et externes, qui ont des tâches, et puis à partir de là, et là je vais aller très vite, vous rédigez la DPEF, vous la faites valider suivant par un conseil, un intervenant externe suivant, et puis vous allez passer dans la communication. Puis une fois que la communication est faite, et c'est important de l'avoir en tête, on est dans de la conformité. Donc suivant, on est dans une logique d'amélioration continue. Donc quand c'est diffusé aux parties prenantes, suivant. Donc là, les plateformes prennent tout leur sens dans les logiques d'amélioration continue, puisque vous pouvez distribuer les tâches
toutes vos parties prenantes et vous assurer tout au long de l'année que vos objectifs fixés initialement sont bien atteints. Suivant. Et du coup, en termes de communication, parce que votre processus est continu, bénéficier de tableaux de bord en temps réel sur l'évolution de cette conformité. Et l'avantage des plateformes multirisques et multiconformité modulaires comme Smart Global Governance, c'est que justement, ce type de tableau de bord pour la RSE peut être agrégé avec d'autres domaines de risque et de conformité pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous vos sujets de conformité, de tous vos risques suivants. Et donc, il y a du travail, il faut être accompagné de conseils. Au-delà des conseils juridiques, il y a également des sociétés de conseil qui peuvent vous accompagner à installer des plateformes comme les nôtres. Et nous, on a par exemple mis en place des programmes de partenaires certifiés qui sont capables de vous accompagner dans votre projet de A à Z pour son implémentation fonctionnelle. Voilà, je suis allé très vite, je suis désolé, mais c'est pour respecter le timing qu'on a un petit peu dépassé. Pas de souci. Pour plus de questions, je serai à votre disposition. Vous avez nos coordonnées ainsi que Pascal Petitjean, notre responsable directeur commercial. Pardon. Merci Olivier, merci bien. Alors, avant de passer rapidement sur les données d'Altares, il y avait un petit sondage encore qu'on voulait vous soumettre. C'était plutôt les personnes qui étaient en charge de la partie RSE dans votre entreprise. C'est vrai que c'est tout à fait naissant comme rôle. On le voit également dans les rendez-vous que nous faisons chaque semaine. Parfois la direction financière, la direction RSE quand il y en a une, ou même la direction des achats, bien sûr, pour la partie corporate. Pour le segment bancaire, c'est une autre partie. Alors, rapidement, je sais que j'avais porté le webinaire jusqu'à 12h15, donc je voulais également qu'on regarde en termes de data comment nous pouvions faire les choses chez Altares. Donc, vous avez compris, d'abord, CMS a bien précisé le cadre des lois. Mesdames, il y a encore des questions qui sont sur le chat, on verra comment on pourra y répondre. Une plateforme opérationnelle pour agréger l'ensemble des informations avec les données Altares, bien sûr. Et juste une chose, on a souvent cette question-là auprès de nos rendez-vous, c'est quelles sont les méthodes qui vont permettre d'identifier le niveau d'engagement RSE des tiers, et notamment des tiers fournisseurs, beaucoup. On voit beaucoup cette partie-là. Il y a plusieurs méthodes. Olivier a parlé du questionnaire. Il y a des clients qui se sont engagés dans la loi Sapin 2. On a vu que c'est quasiment dans cette première année la même cible, qui veulent adosser le score de conformité avec un score RSE pour avoir une vision éthique globale du tiers, pourquoi pas. Mais il y a d'autres méthodes également, la data, les scores ESG dont je vais vous parler rapidement, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'identifier l'engagement RSE d'un tiers, le questionnaire, la data et d'autres solutions, éventuellement de l'adosser à un score RSE. Donc juste un petit mot sur ce que nous proposons très rapidement. Nous avons lancé il y a quelques temps maintenant le score ESG, très simple, qui est basé sur les 3 piliers de l'ES et G, là-dessus je ne vous apprends rien, qui a identifié 13 thèmes, qui d'ailleurs corroborent le discours de CMS sur la partie E et S surtout, et qui vont appeler derrière plus de 200 sources de données. Donc attention, ce ne sont pas des questionnaires comme on a l'habitude d'entendre, mais plutôt de la donnée, comme Altares d'Adam Brassec le fait depuis longtemps, sur le score de solvabilité, sur le score de conformité. On rajoute une 3e corde à notre arc, le score ESG. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui 75 millions de tiers dans le monde pour lesquels nous avons un score ESG. En France, c'est quasiment plus de 3 millions, donc quasiment la moitié des boîtes actives commerciales, et avec un score qui va de 1 à 5. Donc ça, c'est assez intéressant puisque ça permet sincèrement d'avoir une vision très rapide de son portefeuille de tiers et de connaître leur niveau d'engagement. En plus, le contenu est très, très précis puisque on fournit soit en API, soit en fichier, soit en plateforme, une profondeur d'information qui est très précise. D'ailleurs, ce que font nos clients, c'est qu'ils commencent par un diagnostic. Le diagnostic, c'est gratuit. On prend votre liste de tiers et on vous dit pour lesquels nous avons un score ESG, parce que
on est franc avec vous. Pour certains tiers, nous n'avons pas de score ESG. Il faut que nous ayons un minimum d'informations sur ces 3 piliers pour avoir un score. Et dans certaines zones, ce n'est pas le cas. Je vais rapidement dessus. C'est pour ça que nous avons cette solution qui est très, très intéressante, qui à la fois permet de disposer du score ESG, que je viens de vous expliquer, et à la fois de transmettre un questionnaire qui va être adressé au tiers directement depuis la plateforme et qui va venir compléter un score existant ou venir créer un score ESG existant en fonction de la complétude du questionnaire. L'intérêt, c'est que ce soit du score ESG ou le questionnaire, la note est la même. C'est une note d'1 sur 5, ça c'est bien harmonisé. Il n'y a pas de dissonance, j'utilise ce terme vraiment à dessein, de dissonance entre le score et puis le questionnaire. Voilà, je ne voulais pas forcément m'étaler sur ce point-là, mais on a cette solution-là qui aujourd'hui commence à faire référence sur le marché avec une mise à jour mensuelle. Donc franchement, on est assez proche de l'information. Alors, l'intérêt, vous l'avez compris, c'est que ces données sur l'engagement RSE de vos tiers fournisseurs, il y a une myriade de tableaux de bord dans l'application. Vous pouvez les intégrer évidemment dans le DPEF, mais également le partager en interne, qui le service achat, qui le service commercial, éventuellement le service financier, j'imagine, la direction, pour mesurer, et c'est vraiment ça l'objectif, de mesurer si les fournisseurs sont en écho avec vos pratiques RSE et s'il y a une coordination, s'il y a une cohérence entre les deux actions, la partie interne et la partie tiers fournisseur. Voilà, je ne voulais pas forcément pas prendre de temps là-dessus, on a dépassé le temps de quelques minutes. Merci à nos intervenantes, merci à Olivier, merci beaucoup de votre présence. Il y avait pas mal de questions, je ne sais pas si les équipes de CMS ont pu y répondre. Néanmoins, je vous rassure, vos questions seront transmises à nos intervenants, nous essaierons d'y répondre ultérieurement. Vous recevrez la présentation, le replay dans quelques jours. Oui, juste, je vous interromps 30 secondes, Laurent, pour vous dire qu'en effet, on répondra avec Caroline et Céline à toutes les questions qui ont été posées. On va se coordonner et on répondra bien entendu à toutes les questions. Merci Véronique de cette précision. Céline, Caroline, Olivier, merci beaucoup et à plus tard. Merci, au revoir. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.